Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la dette publique. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, avec la crise du Covid et surtout les décisions prises par le gouvernement, la dette publique en France a explosé. J'en parlais notamment dans une vidéo précédente sur l'inflation que vous pouvez retrouver en description. Je montrais notamment que la dette publique française, grosso modo entre pré-Covid et maintenant, on est passé d'une dette publique de 100% du PIB à 115%. Et en fait, je voulais aller au-delà de ce simple constat. Dans cette vidéo, j'expliquais pourquoi tout ceci, si les taux remontaient, était une grave menace sur la zone euro. Eh bien, je voudrais aller plus globalement sur la dette publique française et expliquer tout ce qu'il y a derrière, en fait, en quoi elle est plus importante qu'on veut bien nous le dire. Déjà, il faut savoir que cette semaine, le 1er décembre, il y a eu une révélation sensationnelle du Canard enchaîné qui expliquait comment, par un tour de passe-passe, l'État planquait de la dette publique. Alors comment ils font grosso modo? Ils émettent une dette publique, mettons, de valeur 100, qui est rachetée à 150 par des investisseurs, sauf qu'ils mettent des taux d'intérêt importants, de telle sorte que l'investisseur, évidemment, se retrouve à faire un profit. Et donc c'est une manipulation totalement scandaleuse qui consiste, en gros, vous vous rendez bien compte, vous vendez quelque chose qui vaut 100 à 150, vous gagnez 100 à court terme, mais avec les intérêts que vous allez payer plus cher. Donc en gros, c'est filer de la dette publique à ses successeurs et c'est artificiellement baisser le montant de la dette publique. Et le Canard enchaîné a chiffré cette manipulation à 100 milliards d'euros. C'est absolument colossal et donc c'est à ajouter aux 115% dont on parle usuellement de dette publique dite Maastricht. Mais en fait, quand on parle de la dette publique, il faut voir toute l'étendue, ça va au-delà de ce qu'on vient vous dire et de cette dette publique dite Maastricht. Évidemment, il y avait eu une controverse sur tout ce qu'on appelle les engagements hors bilan. Et il y a certains de ces engagements dits hors bilan, si vous prenez par exemple les normes IFRS qui sont appliquées dans les grandes entreprises cotées, par exemple les engagements de retraite que vous avez en normes IFRS, c'est au passif, vous devez les comptabiliser comme de la dette. Et il y avait eu toute une controverse, notamment au niveau de l'OCDE, pour savoir s'il fallait comptabiliser, par exemple, les engagements de retraite pour les fonctionnaires au niveau de la dette publique. Ça n'a pas été fait, donc ça veut dire que tous ces éléments-là ne sont pas comptabilisés dans la dette publique française et c'est quelque chose pourtant qui devrait être payé, qui est quelque part de la dette future. Et quand vous regardez sur les estimations, le Sénat le montre en gros que ça correspond quasiment entre 1400 milliards et 2000 milliards, donc ça dépend après en fait, et vous voyez tout ça selon les taux d'actualisation qui sont utilisés, mais grosso modo c'est un montant énorme, c'est un montant qui n'est pas comptabilisé comme de la dette publique. Et il faut aller encore plus loin en fait quand vous regardez un rapport de la Cour des comptes, alors il date un petit peu, c'est un rapport qui est de 2014, il n'y a pas que ces éléments en fait de retraite des fonctionnaires qui ne sont pas comptés dans la dette publique dont on vous parle. Il y a d'autres engagements hors bilan. Je vous disais, la Cour des comptes estime l'engagement pour les retraites des fonctionnaires environ 1700 milliards d'euros, mais les dettes hors bilan totales sont de 3090 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Donc c'est absolument énorme. Et qu'est-ce qu'il y a en plus des retraites des fonctionnaires qui ne sont pas comptabilisés dans le montant? Il y a notamment tous les engagements pris au niveau européen suite à la crise de l'euro. Rappelez-vous, il y a le Fonds européen de stabilité financière, le FESF, qui coûte quand même un engagement hors bilan de 58 milliards d'euros pour la France. Ça, c'était en 2010, au début de la crise de l'euro au niveau de la Grèce. Et en 2012, vous aviez le mécanisme européen de stabilité. Là, il y en a quasiment pour 156 milliards d'euros, donc ce sont des montants absolument énormes. Et en fait, pourquoi ça avait été mis en place à l'époque, rappelez-vous, c'était au moment de la crise de l'euro où la Grèce avait des taux d'intérêt énormes, était quasiment contrainte de sortir de l'euro. Eh bien, ces fonds ont été créés pour dire, eh bien, s'il y a un pays qui est en difficulté, justement, on va activer ces fonds-là pour aider ce pays de telle sorte que les taux d'intérêt, en fait, ont pu baisser grâce à ces garanties-là. Mais ce sont des garanties qui sont potentiellement activable. Donc c'est un coût encore monumental de l'euro dont on ne nous parle pas et qui n'est pas inclus dans la dette publique, mais c'est une garantie qui pourrait être levée à terme si on retrouvait justement une crise des taux et une crise de l'euro en Grèce. Donc c'est tous ces montants-là et qu'en fait quand vous, encore une fois c'est un montant de 2014 assez vieux, quand vous cumulez en fait les 100 milliards planqués, les 3000 milliards d'engagements en bilan plus la dette publique faciale qu'on vous présente de Maastricht, ça veut dire que la dette publique française
serait de l'ordre de 240% du PIB, donc bien au-dessus des 115% dont on vous parle. Dedans, évidemment, il y a le MES, il y a d'autres engagements, notamment au niveau d'entreprises publiques, donc il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc ce sont des montants absolument considérables, c'est une dette qui est colossale pour la France. Là où on peut l'atténuer quelque part, même si c'est pas beaucoup au regard des 240%, c'est que vous savez que maintenant, de par les mécanismes de rachat des banques centrales, le fameux quantitative easing, eh bien vous avez environ 20% de la dette publique qui est détenue par la Banque de France. Donc quelque part, c'est la Banque de France appartenant à l'État, étant une banque publique, c'est quelque part une dette, si elle n'est pas exigée au final, c'est quelque part 20% qu'on pourrait enlever. Donc mettons, si on est généreux, de dire 220%, mais il n'en reste pas moins que l'étendue et la réalité de la dette publique française est absolument énorme. Il y a en parallèle de cela, évidemment, beaucoup de coûts et beaucoup de choses qui expliquent l'explosion de la dette publique. Il y a une mauvaise gestion au niveau national, mais pas que. Il y a tout le coût notamment de la construction européenne, le coût de l'Union européenne et de l'euro, sur lesquels j'aimerais revenir parce que ce n'est pas neutre. Vous savez que suite au Brexit et au nouvel engagement budgétaire 2021-2027, j'en parlais dans plusieurs vidéos sur l'Union européenne, sur le plan de relance, la contribution nette annuelle maintenant de la France à l'Union européenne, c'est quand même 13 milliards d'euros qui partent en pure perte chaque année vis-à-vis de l'Union européenne. Ben, ce sont des économies qu'on pourrait faire demain directement si on reprenait le contrôle. Vous avez aussi le fameux plan de relance de l'Union européenne où, rappelez-vous, on vous disait à chaque fois c'est formidable, la France va recevoir 40 milliards d'euros. Oui, sauf que ce qu'on vous dit pas, c'est que en face des 40 milliards d'euros, la France va payer 80 milliards d'euros pour avoir accès à ce plan de relance, qui est une véritable arnaque. J'en ai parlé plein de fois, j'ai plusieurs vidéos sur la chaîne à ce sujet. En gros, on doit payer 80 milliards d'euros pour en recevoir 40. En plus de ça, nous n'avons pas la libre utilisation des 40 et l'Union européenne nous impose des réformes telles que la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Donc c'est un scandale absolu. Et d'ailleurs, il essaye de dire que ce serait financé par des ressources propres. Le Sénat n'est pas dupe là-dessus. Même eux, ils estiment que ce sera très difficile au niveau des ressources propres et que si ce n'est pas le cas, ça sera 2,5 milliards d'euros par an en plus du coup des 13 milliards d'euros. Si vous ajoutez aussi d'autres éléments liés à l'Union européenne, vous avez quand même pour 5 milliards d'euros chaque année, il y a des cofinancements dans le cadre de l'Union européenne qui sont ce qu'on appelle des cofinancements hors budget. Typiquement, c'est quand l'Union européenne va donner de l'argent à la Turquie pour maintenir les migrants. Ça, c'est un plan qui est hors budget. La France va payer à chaque fois à peu près 17,4% du montant total quand c'est du 600 ou 700 millions par an. La même chose pour les aides données à l'Ukraine et pas que. Et dans les 5 milliards d'euros, vous avez ces cofinancements et vous avez aussi toutes les amendes pécuniaires qui sont typiquement lorsque la France est mise à l'amende par la Cour de justice de l'Union européenne, à chaque fois qu'on met du temps, par exemple, à transcrire une directive en droit national, où c'est typiquement les amendes que se prennent à l'heure actuelle la Pologne. Vous savez qu'ils ont une astreinte de 1 million d'euros par jour avec son conflit. J'ai une vidéo là-dessus, encore une fois, du Polexit, si vous voulez revenir sur ce sujet-là. Donc, 13 plus 2,5 plus 5, et vous avez aussi, évidemment, les 100 milliards d'euros de fraude, évasion fiscale plus fraude sociale. L'État français lui-même estime la fraude et l'évasion fiscale entre 60 et 80 milliards d'euros et on peut rajouter tout ce qui est fraude sociale, beaucoup de gens en parlent, donc si on met le tout, on est probablement aux alentours de 100 milliards d'euros, ce qui est absolument colossal. Vous me direz, qu'est-ce que l'Union européenne a à voir là-dedans ? Beaucoup de choses, puisque si on veut lutter sérieusement, par exemple contre la fraude et l'évasion fiscale, ça impose normalement d'avoir un contrôle des mouvements de capitaux pour pouvoir suivre les grosses transactions et suivre notamment les transactions qui sont frauduleuses. Eh bien, l'Union européenne, ça l'interdit de par ses traités. Ça veut dire qu'on ne peut pas lutter sérieusement contre la fraude et l'évasion fiscale, on peut récupérer parfois quelques dizaines de milliards, mais pas au-delà. Donc si vous ajoutez les 100 milliards, les 13, les 2,5, les 5, c'est quand même quelque chose comme 123 milliards d'euros par an que nous coûte l'Union européenne ou la participation à l'Union européenne. C'est absolument colossal et évidemment que ça, chaque année, ça contribue à alimenter la dette publique française. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Vous avez aussi un autre coût dont on ne vous parle jamais. Quand je parlais du MES et du FESF, évidemment c'est lié, il y a le coût de notre appartenance à l'euro. On vous en fait souvent des tonnes en vous disant, vous imaginez si on quitte l'euro, le coût
pour l'économie française. Mais en fait, moi je dis que le coût, c'est de rester dans l'euro. Parce que l'euro est une monnaie qui est surévaluée pour la France. Et donc, ça veut dire que vous avez une croissance qui est plus faible que ce que vous devriez avoir, un déficit commercial qui se creuse de plus en plus et des rentrées fiscales qui sont plus faibles que ce que vous devriez avoir. Et donc, ça creuse, ça évidemment, le déficit public. Eh bien, il y a eu un institut allemand, on ne peut pas taxer d'être pro-français ou pro-Frexit, qui avait chiffré en 2019 pour les 20 ans de l'euro, le coût en fait de l'euro pour la France. Eh bien ça, si on prend, c'est crescendo évidemment parce que vous avez une parité fixe et donc à chaque fois votre compétitivité se détériore vis-à-vis par exemple de l'Allemagne. Le coût de la dernière année de cette étude, c'était 374 milliards d'euros, le coût de l'euro pour l'économie française pour la seule année 2017. Et donc ça veut dire des rentrées fiscales en moins et un déficit évidemment qui se creuse. Ça va de soi. Donc il faut voir en fait l'impact qu'a l'Union européenne et l'euro sur cette dette publique absolument colossale, contrairement à toutes les promesses qui avaient été faites d'ailleurs au moment de l'entrée dans l'euro, où on avait dit que l'euro amènerait une gestion saine des finances publiques. On a vu. Et les 118 milliards dont je parlais tout à l'heure de coûts directs de l'Union européenne, c'est quand même 7 500 € par foyer fiscal par an. Pour que vous vous rendiez compte, 7 500 € par foyer fiscal par an, c'est absolument énorme. Et donc évidemment que si on veut résoudre la problématique de la dette publique, si on veut qu'elle soit soutenable, eh bien ça implique de se libérer de l'Union européenne et de l'euro, ça implique de reprendre le contrôle, c'est ce qui permettra aussi de reprendre le contrôle des finances publiques, c'est évidemment une priorité et je vous ai dit, et vous avez vu toutes les économies qui sont possibles. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs par ailleurs, il y en a qui font des fois des promesses, disant on va raser gratis, etc. Il faudra aussi une gestion saine des finances nationales, ça ne veut pas dire arrêter d'investir. Typiquement, moi je ne suis pas pour réduire le nombre de fonctionnaires, je ne suis pas pour l'augmenter non plus, mais il y a une meilleure allocation à faire. Vous devez évidemment par exemple recruter davantage de soignants et enlever des bureaucrates dans les hôpitaux. C'est la même chose d'ailleurs dans l'éducation nationale, vous avez de grosses économies à faire au niveau des régions, le fameux millefeuille territorial. Moi je pense qu'il faut enlever l'échelon de l'Union européenne, ça fera beaucoup d'économies comme vous avez pu le voir, et on peut enlever l'échelon régional qui sont des régions beaucoup trop grandes qui ne servent pas à grand chose. Vous pouvez récupérer plus de 10 milliards d'euros par an et évidemment à la place on peut avoir là aussi des dépenses publiques utiles de type notamment police, armée, et donc il y a évidemment une meilleure utilisation qui doit être faite là aussi des fonds publics. On ne peut pas promettre n'importe quoi, il faut qu'on reprenne le contrôle de manière sérieuse comme l'ont fait d'ailleurs nos amis britanniques. Donc voilà un petit peu, je voulais vous expliquer le panorama et l'étendue de la dette publique. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses à faire et que la question là-dedans quand on parle de la dette publique, ce dont ne vous parlent jamais notamment les républicains dans le Congrès à l'heure actuelle, eh bien la question de l'Union européenne et de l'euro est centrale et je voulais évidemment que vous ayez tous ces éléments en tête. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ces informations vous ont plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, c'est très important pour le référencement de la chaîne, pour que ces vidéos soient davantage visibles. N'hésitez pas là aussi à commenter, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas fait. Et si vous voulez porter ce combat contre l'Union européenne et surtout pour obtenir un référendum sur votre appartenance à l'Union européenne, eh bien je vous invite à adhérer à Génération Frexit. Le lien est en descriptif là aussi de cette vidéo. Adhérer, c'est important, plus on sera nombreux et plus on pèsera pour obtenir ce référendum. Et je vous dis à très bientôt.